Bon, je m'appelle Alain Lefebvre, j'ai 35 ans d'expérience en informatique. J'ai commencé à travailler dans le domaine juste après avoir quitté le lycée, avant de passer le bac. J'ai pas de diplôme donc, mais finalement l'informatique m'a relativement bien réussi. J'ai pu faire carrière dedans et elle a bien joué son rôle d'ascenseur social. J'ai pas eu à me plaindre. Tout au long de ma carrière, j'ai eu l'occasion de profiter des différents tournants. Par exemple, en 85, j'ai travaillé pas loin d'ici, au Parisien Libéré, au service Minitel. C'était à l'époque du grand boom du Minitel. Bon, bien sûr, dans ma conférence, qui n'est pas une conférence sur l'histoire de l'informatique, mais plus exactement sur ce que l'histoire de l'informatique peut nous apprendre. Et donc pourquoi il est intéressant de se pencher dessus, de la connaître, parce qu'elle permet de mieux comprendre, de mieux analyser le présent, la situation dans laquelle on est. Et même quand on est un technicien, c'est important, c'est utile. Dans vos projets futurs, vous aurez plutôt envie de miser sur le bon cheval, d'aller vers les marchés qui ont du potentiel, qui ont de l'avenir, et pour ça, une capacité d'analyse, c'est pas inutile. Donc ça, c'est le sujet central de notre conférence. C'est ce que peut nous apprendre l'histoire de l'informatique et pourquoi ça vaut la peine de s'y intéresser. Donc je m'évoquais rapidement, donc en 85 Minitel. En fin des années 80, j'ai eu l'occasion d'apprendre DB2, un des premiers grands SGBDR. En 90, j'ai participé à la création de la SS2I SQLI. J'ai été un des pionniers de ce qu'on a appelé le client-serveur. C'est à cette occasion que j'ai commencé à écrire mes premiers livres. En 95, je me suis intéressé au web et on a accompagné la montée du web dans les entreprises. En 2000, on a pu introduire notre société en bourse. Et puis un peu après, j'ai été le créateur d'un des premiers réseaux sociaux en France, Synergie, qui a été un échec. Mais avec le recul, je m'aperçois que mes échecs m'ont appris largement autant que mes succès et qu'ils ont participé à mon parcours. Bon, enfin voilà sur mon parcours en tant qu'informaticien et entrepreneur. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on pourra en parler pendant les questions-réponses. Mais là, place à la conférence. Alors, là, je vous ai mis 2 citations de philosophes qui ont le mieux synthétisé pourquoi c'est intéressant de se pencher sur le passé, pourquoi c'est intéressant de connaître l'histoire, de la comprendre, parce qu'on peut synthétiser en disant, bon, qui comprend le passé, comprend le présent, et en comprenant le présent, vous avez une petite chance de visualiser l'avenir. Mais évidemment, il ne faut pas que ça vous effraie. Ce n'est pas une conférence super intellectuelle. Hein, je vous ai mis deux philosophes, en plus pas des noms très connus. Vous les connaissiez, ces deux-là? Non, hein. Rassurez-vous, moi non plus, jusqu'à ce que je trouve leur citation. Donc ça va quand même rester très concret. Et quand je ferai référence à des éléments du passé que vous ne connaissez pas, je vais supposer que vous ne les connaissez pas, je les expliquerai brièvement. Alors voilà le sommaire de notre conférence. À quoi sert l'histoire? Bon, ça, on a commencé déjà à le dévoiler. On va revenir rapidement sur le passé. On ne va pas passer en revue toute l'histoire, hein, mais on va revenir rapidement sur le passé. Et surtout, on va se pencher sur la vraie nature de l'informatique, parce que bien souvent, je me suis rendu compte que même les professionnels, même les techniciens, n'avaient pas une idée juste sur ce que c'est la vraie nature de l'informatique jusqu'à aujourd'hui. Ça peut changer, ça peut évoluer, mais jusqu'à présent, généralement, quand on pose la question, les réponses qu'on a ne sont pas satisfaisantes.
On va revenir sur les principaux échecs. Et ça va vous intéresser particulièrement parce que ça concerne justement les projets informatiques. Donc j'ai symbolisé ça par l'échec des méthodes, mais on va voir qu'au sens large, c'est le problème de gestion des projets informatiques qui a été le domaine où on a eu le plus d'échecs ces 50 dernières années. On va voir ensuite les grands principes de l'évolution technique parce qu'il faut quand même les énumérer, il faut quand même les connaître pour avoir une chance d'avoir une grille d'analyse correcte de la situation et de la façon dont on a évolué. Et enfin, c'est les deux derniers éléments, on va essayer de prédire l'avenir. Et on va voir que ce n'est pas évident. Et on va voir pourquoi ce n'est pas évident. Bon, à quoi sert l'histoire? On vient de le dire. En fait, l'histoire des sciences, l'histoire des techniques, l'histoire des sociétés, tout cela est très interpénétré, très mixé, et toutes ont une influence sur les autres. Et c'est bien, en tant que technicien, de s'intéresser aussi à l'histoire des sciences et l'histoire des sociétés. En gros, cela permet d'arriver à comprendre comment et pourquoi on en est arrivé là. Récemment, je lisais un livre sur justement l'évolution des techniques, et l'auteur pointait du doigt très justement quel était l'homme qui avait eu le plus d'influence sur l'évolution de notre histoire et de notre civilisation. Réfléchissez à ça. D'après vous, quel est le grand personnage historique, ou pas forcément grand personnage historique, parce qu'en vérité, il n'est pas très connu, qui a eu le plus d'influence sur l'évolution de notre civilisation? Alors vous allez penser a priori aux grands personnages politiques, militaires, Alexandre le Grand, Napoléon, que sais-je. Bon, vite devinez tout de suite que c'est pas ça, puisque c'est pas un piège, hein, c'est une ligne devinette. Je vais vous le donner, le nom, rassurez-vous. Mais il est clair que c'est pas là-dedans qu'il faut chercher. C'est un personnage qui est à la fois très connu et peu connu. C'est James Watt. Vous connaissez James Watt, dont le nom sert d'unité de puissance. C'est James Watt qui, à la fin du XVIIIe siècle, a perfectionné la machine à vapeur, qui était connue depuis longtemps, hein, qui était connue depuis les Grecs en fait. Mais les Grecs avaient écarté l'usage de la machine à vapeur parce que leur société reposait sur l'esclavage, reposait socialement sur l'esclavage. Donc la machine à vapeur, en fait, dans leur contexte, c'était pas une bonne idée. Et puis la machine à vapeur, jusque-là, n'était pas très performante. Cugnot, pour son fardier, l'avait utilisée, mais c'était clairement pas satisfaisant. James Watt s'est penché dessus, l'a améliorée, et à partir de là, la machine à vapeur est devenue utilisable pour pomper l'eau dans les mines de charbon. Parce que quand on creusait des mines de charbon, en fait, elles étaient assez rapidement inondées, et donc on n'arrivait pas à les exploiter correctement. Si on avait une pompe mécanique qui fonctionnait bien, eh bien l'exploitation des mines de charbon devenait possible. Et si l'exploitation des mines de charbon devenait possible, alors effectivement, vous pouviez extraire des grandes quantités de charbon, et le charbon devenait une source d'énergie utilisable. Et à ce moment-là, le charbon s'est mis à remplacer le charbon de bois. Donc on a obtenu des températures de foyer plus importantes. Et grâce à ces températures de foyer plus importantes, on a amélioré les techniques de métallurgie. En améliorant les techniques de métallurgie, on a ouvert sur tout un tas de progrès. On a ouvert sur la production d'acier à grand volume. On a permis le développement du chemin de fer, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En vérité, quand on regarde, celui qui a eu le plus d'influence à lui tout seul dans son coin sur l'évolution de notre société, de notre histoire, de notre civilisation, c'est James Watt. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Enfin bref, tout ça pour dire que quand on ira un petit peu plus loin, là en informatique aussi, je vous présenterai un personnage qui, à lui tout seul dans son coin, a eu le plus d'influence sur l'évolution de l'informatique, et vous ne le connaissez pas forcément. J'ai déjà fait quelques tests en la matière. Bon, par contre, prévoir l'avenir, ça, c'est beaucoup plus difficile. Déjà, si on fait une analyse correcte du présent, c'est déjà beaucoup, et on a un gros avantage sur les autres.
mais vous n'imaginez pas que pour autant, vous allez pouvoir devenir visionnaire. Là aussi, c'est bon de connaître les limites de l'exercice. Alors ça, c'est le retour sur une histoire connue. Ça, c'est un schéma que j'ai utilisé pendant des années en conférence. Je lui ai même donné un surnom, je l'appelais les 3 serpents. C'était pour décrire les grandes phases de l'évolution de la technique ces 50 dernières années. D'ailleurs, j'en profite pour dire que cette conférence sur l'histoire de l'informatique, c'est la première fois que je la fais. Et l'école 42, que je remercie au passage, a été la première et la seule à accepter cette conférence que j'ai proposée à de nombreuses autres écoles qui m'ont tous dit, pour ceux qui m'ont répondu, l'histoire de l'informatique, ça n'intéresse personne. Donc merci et bravo, 42, qui innove sur tous les fronts, y compris sur le front culturel. Donc, les 3 serpents. On a commencé par l'ère des constructeurs avec les grands systèmes dans les années 60. Et en gros, cette ère a duré une vingtaine d'années. On a enchaîné ensuite sur l'ère de la micro-informatique avec le client-serveur. On est passé de l'ère des constructeurs à l'ère des éditeurs. Il ne faut pas que je touche à ça parce que ça remue après. Et puis aujourd'hui, on est à l'ère du tout Internet, du service et des mégasites. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que les 2 dernières phases ont duré à peu près la même période. Et donc là, on a une petite idée qu'on est déjà à moitié du parcours, un peu plus de la moitié, puisqu'on est en 2014, de la phase actuelle. Ah, là, on arrive à un de mes morceaux préférés, la vraie nature de la technique informatique. Vous avez tous une idée de ce qu'est la vraie nature de la technique informatique. Je ne vais pas faire passer le micro dans l'assistance pour que chacun donne son avis. Ce serait un peu long. Je vais plutôt vous donner la mienne, mon opinion. Bon, d'abord, il y a peu de technologies importantes qui ont été en œuvre dans cette histoire, et elles sont restées les mêmes depuis les débuts de l'informatique moderne. Et les débuts de l'informatique moderne, c'est en gros les années 50. Et en fait, les bases ont été définies par John von Neumann et Alan Turing. Vous les connaissez? Alan Turing, au moins le nom. Von Neumann, par contre, lui, n'est pas très connu. Et von Neumann, c'était un mathématicien qui a participé, entre autres, aux travaux sur les bombes atomiques américaines. Et il a défini le premier schéma des processeurs qui ont été réutilisés, le schéma d'architecture des processeurs qui est encore utilisé jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit Intel ou autre, le schéma d'architecture, la façon dont les données sont traitées dans le processeur central, c'est selon ce qu'a défini John von Neumann. Alan Turing, un Anglais, un martyr, puisque son histoire est assez tragique, pour ceux qui la connaissent. Lui, il a défini les lois de la programmation, les boucles, la récurrence, dans les années 40. Toutes les lois de la programmation qu'on utilise encore aujourd'hui, elles viennent de lui. Donc il y a finalement relativement peu de bases techniques aux racines de cette histoire, et, encore plus intéressant, elles sont restées les mêmes. Elles sont restées les mêmes. C'est-à-dire qu'on a fait progresser ces bases-là, mais on ne les a pas changées. En fait, c'est l'électronique qui a permis à l'informatique ce qu'on appelle une évolution non linéaire. C'est-à-dire une évolution rapide, très rapide, avec des ruptures et avec des gains absolument formidables. Pour vous donner un exemple d'évolution linéaire, d'évolution beaucoup plus classique, vous avez par exemple la conquête spatiale. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la conquête spatiale, on est à peu près au même niveau que ce qu'on faisait dans les années 60. Et d'ailleurs, on utilise toujours les mêmes bases. C'est toujours des moteurs à carburant et comburant liquide qui mettent en orbite des charges
légère par rapport aux engins de départ, dans des orbites pas trop éloignées. Là, par contre, on n'a pas eu d'évolution non linéaire parce qu'on n'a pas eu d'apport technologique permettant une accélération. Alors, j'ai essayé de trouver un visuel qui permettait une bonne représentation de la vraie nature de l'informatique. Et ce visuel, c'est un plan d'eau. C'est à mon avis assez précis. Bon là, c'est une piscine au sommet d'un hôtel. Je crois que c'est à Singapour, je ne suis pas sûr, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est de comprendre la symbolique de ce visuel. La nature de l'informatique, c'est un plan d'eau très étendu et pas très profond. L'étendue du plan d'eau représente les capacités. Et la profondeur représente les fonctionnalités. D'accord ? Les progrès de l'électronique permettent d'étendre le plan d'eau continuellement et selon un rythme connu. Vous avez entendu parler de la loi de Moore, par exemple. Bon. Par contre, les capacités augmentent beaucoup et de façon continue, mais les fonctionnalités, elles, augmentent beaucoup moins vite. La profondeur reste à peu près la même. Il faut étendre beaucoup le plan d'eau pour gagner un petit peu en profondeur. D'accord ? Alors vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi d'ailleurs. Parce que je vous propose cette représentation et vous êtes là en train de dire oui, bon, d'accord, il propose ça, c'est intéressant, mais c'est pas sûr. Et on ne voit pas trop où il veut en venir. Pourquoi pas ? Admettons, on va continuer un peu. Là, je précise. En gros, cette évolution, c'est le résultat d'un antagonisme, une tension entre le matériel et le logiciel. Depuis 40 ans, 50 ans même, on constate que le logiciel est toujours en retard sur le matériel. C'est normal, c'est logique. Quand les fondeurs mettent en place un nouvel ensemble de composants, il faut un peu de temps de façon à avoir les logiciels systèmes qui permettent d'en tirer parti. Donc il y a là une logique implacable. Mais c'est même plus compliqué que ça, dans la mesure où les innovations viennent en réalité du matériel, de nouveaux matériels qui apportent toujours plus de capacités. Mais ces capacités se transforment en applications effectives grâce au logiciel qui apporte, lui, des fonctionnalités. Donc on est dans un processus de transformation qui part avec un temps de retard par rapport à la disponibilité du matériel, puisque tant qu'on n'a pas le matériel, on ne peut pas développer le logiciel pour. Et c'est cet ensemble qui apporte de véritables progrès. Alors j'ai un exemple qui permet de comprendre, de faire comprendre de quoi il s'agit et comment ça fonctionne. Les accéléromètres. Les accéléromètres, initialement, ont été développés, enfin plus exactement, perfectionnés et rendus économiquement accessibles pour les airbags. Dans le dispositif de sécurité des voitures, les airbags, on met des accéléromètres de façon à ce que l'airbag se gonfle automatiquement à partir du moment où on est capable de mesurer, de déceler, grâce aux senseurs qui sont intégrés, une décélération très brutale. Si j'ai une décélération très brutale dans le petit monde que représente une voiture, ça veut dire qu'en gros, elle vient de taper dans quelque chose. Donc il faut protéger les occupants, boum, en gonflant les airbags. À partir du moment où les accéléromètres ont été disponibles largement, en grand volume, eh bien, on a commencé à les utiliser pour d'autres appareils et d'autres applications. Si vous prenez un smartphone, par exemple, le smartphone est doté d'accéléromètres qui viennent, en vérité, après avoir été encore perfectionnés, miniaturisés, des airbags initiaux. Et c'est ces accéléromètres qui permettent de capter dans quelle position vous tenez votre smartphone et donc de changer l'affichage en fonction. Donc là, on voit que le matériel nous a apporté des capacités nouvelles
que progressivement on a transformé en fonctionnalité et en application grâce à du logiciel qui interprétait ce qui était capable de capter ou de faire le matériel. C'est déjà plus clair? Encouragez-moi. On va parler des échecs. Vous reconnaissez ces éléments? Le Newton peut-être un peu, l'Apple III pas tellement. Bon, l'Apple III, c'était une machine qui était mal fabriquée, et c'est pour ça que ça a été un échec. Mais en fait, c'est un piège, parce que les grands échecs de l'évolution technique, ce n'est pas des échecs matériels. C'est principalement des échecs logiciels, et surtout la constatation qu'il est très difficile de mener des grands projets informatiques. Des petits projets, ça reste gérable. Des grands projets, c'est très difficile. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la fusée. On sait, c'est mesuré depuis suffisamment longtemps pour que ce soit presque des, si ce n'est des lois, au moins des principes, c'est que plus un objet manufacturé est produit à grande échelle, en grand volume, et meilleure est sa qualité finale. Vous prenez des montres, très grand volume de fabrication, très grand volume de diffusion, technique bien maîtrisée, qualité très bonne et prix pas cher. On descend d'un niveau, vous prenez l'automobile, là aussi c'est des grands volumes, la technique est un peu moins bien maîtrisée, il y a beaucoup moins de standardisation, il y a beaucoup de modèles différents, la qualité n'est pas trop mauvaise, mais on sent déjà qu'on a baissé d'un cran. Ensuite, vous prenez les avions. Là, les avions, c'est encore pire. Les volumes sont plus réduits, la standardisation est encore moins de mise, et du coup, pour assurer la qualité des avions, c'est-à-dire leur sécurité, on fait beaucoup de maintenance. Et enfin, dernier élément, c'est les fusées. Les fusées, là, on comprend bien que les volumes sont faibles et que la qualité est très mauvaise parce qu'on sait que les lanceurs font à peu près un échec sur deux. Et un échec sur deux, c'est considéré comme bien. Et en fait, les projets informatiques, c'est le syndrome de la fusée parce qu'on refait continuellement des prototypes, des environnements qui vont être utilisés une fois dans un certain contexte, en réutilisant assez peu des composants déjà bien testés, en standardisant assez peu ces mêmes composants et ces mêmes processus. Et donc les taux d'échec mesurés sur des années sont absolument effrayants puisqu'on sait, on l'a constaté, qu'à peu près un grand projet sur deux est considéré comme un échec. Alors un échec, après, tout dépend comment on mesure les échecs. Est-ce qu'il a tenu son budget et ses délais? Bon, généralement, il suffit qu'on réponde non à une des deux questions pour que, éventuellement, ce soit considéré comme un échec. Mais en vérité, c'est bien pire que ça. Moi, dans ma carrière, il m'est arrivé de côtoyer des informaticiens qui étaient en entreprise, qui n'avaient jamais été associés à un projet successful, un projet qui avait été au bout, un projet qui avait respecté ses délais, son budget, qui avait respecté son enveloppe fonctionnelle, etc., etc. Et que pour eux, au bout d'un moment, on commence à s'habituer, ils trouvaient que c'était la norme et pensaient que l'informatique en entreprise, c'est ça, c'est surtout politique, qu'il faut arriver à survivre d'échec en échec. Bon, évidemment, ce n'est pas du tout ce que je vous souhaite, mais il est important de bien comprendre que plus on est associé à des grands projets, et moins on a de maîtrise, et plus le risque d'échec est important. C'est-à-dire des grands projets type pyramide ou cathédrale, eh bien la plupart du temps, ça s'effondre. Alors, il y a un auteur, je vais vous le remontrer d'ailleurs, ce type. Fred Brooks, vous connaissiez? C'est l'auteur de ce livre, le mythe du moi homme. C'est-à-dire le fait qu'on puisse découper les projets en une durée qui se mesure en mois homme. Fred Brooks, par exemple. Alors, Fred Brooks, c'est
Il a fait pas mal de choses. C'est lui qui a été associé, qui était le chef de projet du système d'exploitation du mainframe IBM 360 dans les années 60, justement. C'est un projet qui était énorme, qui a coûté 500 millions de dollars et qui, en fait, quand il a été mis dans les mains des utilisateurs, ne faisait qu'une fraction de ce qui était promis au départ, avec des années de retard. Donc lui, il connaissait bien ce problème de l'échec. Et ensuite, il l'a théorisé dans ce livre et quelques autres, et des expériences. Et on va en parler. Et Fred Brooks, par exemple, disait une femme fait un enfant en 9 mois, 9 femmes ne font pas un enfant en 1 mois. C'était pour résumer un peu le problème du moi homme. Ça vous fait pas rire, ça, hein? Non, hein? Vous êtes un peu tendu, j'ai l'impression. Bon, espérons que vous rirez plus à mes prochaines blagues, sinon je vais m'inquiéter. Là, par contre, si je vous dis que je me suis planté, ça vous fait rire. C'est agréable. Bon, revenons à ce qu'a dit Fred Brooks. Et donc, Fred Brooks, il a dit qu'il n'y avait pas de balle magique. Alors, la balle magique, vous connaissez l'origine du nom, la balle magique? Non. Pendant l'assassinat de Kennedy, en 1963, il y a une balle qui a été blessée... le sénateur Kennedy, etc., qui serait ressorti du coup, qui aurait tourné en rond dans la limousine. Ça, c'était la version officielle. Donc, on a fini par l'appeler la balle magique. Et dans les méthodes informatiques, à chaque fois qu'on vous promet des gains en productivité importants, en fait, c'est la balle magique. Et Fred Brooks a expliqué que la balle magique n'existait pas. Avant de vous parler de l'historique des méthodes, parlons de l'expérience de Fred Brooks, qui, après sa carrière à IBM, a enseigné à l'Université de Caroline du Nord. Donc il enseignait à des étudiants en informatique, comme vous. Alors bon, Caroline du Nord, c'était plus traditionnel que l'école 42, hein. On imagine un peu. Et donc ces étudiants, lors de leurs 2 dernières années, pour le diplôme, il leur faisait faire un projet. Le projet était noté, on voit à peu près à quoi ça ressemble. Et là où c'est intéressant, c'est que Fred Brooks, pendant 20 ans, a fait refaire chaque année le même projet à ses étudiants. La même enveloppe fonctionnelle, le même cahier des charges, avec évidemment des variations d'outils, des variations de méthodes, etc., de manière à pouvoir mesurer sur 20 ans quand même. Quel était le critère clé? Qu'est-ce qui comptait vraiment dans la gestion de projet? Est-ce que c'était d'utiliser tel ou tel compilateur à l'état de l'art? Est-ce que c'était d'utiliser telle ou telle méthode très prometteuse qui était à la mode à ce moment-là? Bon, vous vous doutez bien que la réponse est autre. Et justement, c'est là où c'est particulièrement intéressant, c'est que les conclusions de Fred Brooks, c'est qu'il y a des projets qui ont réussi, qui ont abouti, enfin des équipes qui ont réussi, des équipes qui ont échoué, toujours pour le même projet. Et que ce n'était jamais à cause des variations d'outils ou de méthodes. C'était jamais ça le critère. Le vrai critère, c'était la gestion de l'équipe. Est-ce qu'il y avait un chef de projet qui entraînait son équipe? Est-ce qu'il y avait une bonne entente au sein du projet? Ça, c'était les critères déterminants. Donc on s'aperçoit que dans le domaine informatique et particulièrement technique, finalement l'élément clé, c'est les RH. Gardez ça en tête, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, c'est assez facile à penser. Imaginez, projetez-vous dans la carrière. Vous êtes dans une boîte quelconque. Bon, vous n'êtes pas tous des entrepreneurs. Je vous le souhaite, hein, bien sûr. Mais vous ne serez pas tous forcément des entrepreneurs. Vous travaillerez pour un patron. Et à un moment, un patron va vous amener un cahier des charges, le poser sur votre bureau, en vous posant la question qui tue. C'est combien de temps faut-il pour faire ça, donc le contenu du cahier des charges, avec une autre personne?
Et à ce moment-là, la question que vous allez poser, c'est pas est-ce que je peux utiliser tel ou tel outil ou telle méthode? Non. La question que vous allez poser, c'est quelle est l'autre personne? C'est ça le vrai truc. Et là, rien n'a changé. Bon, on a vu les bases. Maintenant, on va voir pourquoi, quelles sont les règles. Quels sont les vrais principes de l'évolution de la technique en informatique. Et il n'y en a que 4. En fait, il y en a un petit peu plus que ça, mais on a réussi à les résumer, à les synthétiser en 4 grands principes. Maturation, transformation, résilience, compétitivité. Vous allez voir d'ailleurs que le contenu des principes, ce n'est pas forcément tout de suite ce qu'il y a éventuellement ou ce qu'on met derrière le mot. C'est éventuellement plus subtil que ça. Voyons ça ensemble. Le principe de maturation. Alors, maturation, là, on peut comprendre assez facilement. C'est qu'en fait, il faut du temps. Il faut laisser du temps. C'est-à-dire qu'on a une perception du timing qui est erronée, qui est majoritairement erronée. Alors, la presse, les analystes, d'une façon générale, on a toujours des mots forts pour décrire le changement, percée, révolution, etc. On lit ça tout le temps. Enfin, moi, ça fait 30 ans que je lis ça. Et je pense que ça n'a pas beaucoup changé. La vérité, c'est qu'il n'y a ni révolution ni percée. On l'a vu au départ, puisqu'on utilise toujours les mêmes bases. Les bases technologiques sont les mêmes. Une révolution, c'est quand on change tout. On n'a rien changé depuis 50 ans. C'est exactement les mêmes principes qui sont utilisés sur le plan technique. Les mêmes. Quant à la notion de percée, d'overnight success, succès en une nuit, pareil, c'est des bêtises. On va voir pourquoi. La vérité, c'est que la technique évolue lentement, étape par étape, mais que généralement, même les gens concernés voient seulement l'aboutissement. C'est pour ça qu'on a l'impression que ça va vite. Tout d'un coup, le changement produit ses effets, on a l'impression qu'il vient du néant. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est que le changement a maturé de façon silencieuse, invisible. Alors ça, c'est la toute première souris en bois, utilisée par Douglas Engelbart pendant sa démonstration, sa toute première démonstration d'un système graphique qui a eu lieu, tenez-vous bien, en décembre 1968. En 68, Douglas Engelbart a été capable de montrer à un amphi, beaucoup plus rempli que celui-ci, un système graphique basé sur la souris, le pointeur, écran haute définition, etc., etc. Bon, là, par contre, je pense que vous reconnaissez à peu près les deux éléments. Je ne vous ferai pas l'injure de les expliquer. Ah, le rythme du changement. Parlons justement du timing et le fait qu'on pense que les choses vont de plus en plus vite. Et j'imagine que vous pensez effectivement que les choses vont de plus en plus vite, surtout à votre époque, et que les époques précédentes ont compté pour rien, et que ceux qui en viennent sont des dinosaures, enfouis dans l'oubli, et d'ailleurs ils l'ont bien mérité. Eh bien, ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'on se rend compte, en examinant ce qui s'est passé précédemment, que le délai bute sur un espèce de mur incompressible de 10 ans. C'est-à-dire qu'il faut 10 ans, systématiquement, au moins 10 ans, entre le moment où on fait une découverte et le moment où on fait la première application qui est liée à cette découverte. Et puis encore 10 ans pour atteindre un premier seuil de généralisation. Et puis encore 10 ans pour atteindre le vrai seuil de généralisation. D'accord ? Ça veut dire qu'en fait, le changement produit ses effets en à peu près 30 ans. Et ça, évidemment, c'est contre-intuitif. Ce n'est pas du tout ce que vous avez en tête. Et là, on pourrait se dire, ben non, t'es gentil Alain, mais c'est pas ça. Et d'ailleurs, tu le dis toi-même. Parce que si on regarde le téléphone, 56 ans pour atteindre un premier seuil de généralisation. La radio, ça va plus vite,
35 ans. Le radar, pendant la guerre, là on était pressé, 15 ans seulement. Et puis la TV, 12 ans. Oui, mais la télé, c'est la télé en noir et blanc. La télé couleur, qui est arrivée après, elle a mis 25 ans pour atteindre le premier seuil de généralisation, donc bien plus longtemps. Ça s'explique assez facilement. Les gens étaient équipés de télé noir et blanc, ils n'avaient pas tellement envie de basculer à la télé couleur, même si on leur faisait des belles publicités comme ça. Parce que dans un premier temps, ils se disaient bah, qu'est-ce que ça va m'apporter? Il n'y a pas encore beaucoup de programmes en couleur, voire il n'y en a pas. Et les diffuseurs ne filmaient pas en couleur parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup de récepteurs couleur, alors qu'il y en avait beaucoup en noir et blanc. C'est le syndrome de l'œuf ou de la poule. Et on a mis longtemps avant de casser ce syndrome. Donc ce type-là, à lui tout seul, il a eu plus d'influence sur l'évolution de l'informatique et de son usage que Microsoft et Oracle combinés. À lui tout seul dans son coin. Et vous ne le reconnaissez même pas. Bon, c'est pas ça que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire, c'est que le web a triomphé parce qu'il s'appuyait sur des briques existantes, TCP/IP en particulier, l'infrastructure de l'Internet. Et Berners-Lee n'avait pas une attitude dogmatique, comme par exemple les tenants de l'ISO. Et quand il a commencé à proposer et à parler de son système, qui était un système fondamentalement de gestion documentaire, c'est-à-dire comment on accède à des documents distants. C'était ça l'idée. Et il repartait de l'idée de l'hypertexte qu'il n'a pas inventé, que d'autres avant lui ont théorisé. Et on a vu, par exemple, les premières applications de l'hypertexte avec HyperCard sur Macintosh il y a longtemps. Ça vous dit rien du tout, HyperCard. Bon, c'est pas grave. Bref, quand il présentait son système aux pros de l'informatique documentaire, on lui disait « mais ça va pas ton idée. Ça va pas parce que tu n'as pas de base de données centralisée des liens. Quand les gens vont cliquer sur les liens, si le lien est cassé, c'est-à-dire que si en face, il n'y a pas, à l'adresse pointée, il n'y a pas le document donné, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a une erreur. Il y a une code 404 qui s'affiche. Et alors, pour les pros de la gestion documentaire, c'était horrible. Il ne fallait pas faire comme ça. Pour eux, c'était une erreur. Et au contraire, Berners-Lee, qui avait compris la notion de résilience, avait dit ben oui, mais moi je préfère afficher une petite erreur plutôt que de mettre tout le système en péril. Parce que si je mets une base de données centralisée de liens, à chaque fois que quelqu'un va vouloir faire quelque chose, il faudra qu'il demande l'autorisation de la base centralisée de liens. C'est pas possible. Mieux vaut accepter qu'il y ait des erreurs de temps en temps. Donc un système simple, un système qui n'est pas parfait. Un des grands problèmes des techniciens, c'est qu'ils veulent résoudre tous les problèmes et proposer un système parfait. Ça ne résiste pas à l'environnement naturel. Il faut accepter et il faut intégrer que le système va être interrompu. C'est par exemple ce qu'on a avec TCP/IP, où les paquets sont routés selon différentes routes en fonction de la disponibilité du réseau à un instant T. Ça, c'est de la résilience. D'accord? Donc pour réussir, on est dans une chaîne fragile où tous les maillons peuvent être critiques. Donc il faut intégrer ça, accepter l'erreur ou savoir la contourner, comme dans le cas de TCP/IP. Le principe de compétitivité. Alors ça, justement, c'est contre-intuitif, parce que ça ne veut pas dire qu'il faut forcément être compétitif, mais qu'il faut justement savoir ne pas entrer en compétition avec une technique en place. C'est-à-dire qu'il est très difficile de s'imposer dans un domaine qui est déjà investi. C'est très difficile de proposer un remplacement. Une nouvelle technique doit présenter des avantages importants parce que la plupart du temps, mieux n'est pas souvent suffisant pour justifier nouveau. Parce que nouveau, ça veut dire remplacer quelque chose d'existant, mettre quelque chose à la place, c'est lourd, c'est compliqué, c'est contraignant. Donc il vaut mieux savoir faire un pas de côté
et proposer quelque chose de plus plutôt que simplement, donc quelque chose de vraiment nouveau plutôt que simplement quelque chose de mieux. L'inertie est très dure à vaincre et on a eu plein d'exemples dans le passé de techniques qui ont échoué parce que justement elles proposaient un remplacement à des techniques déjà en place. Un des meilleurs exemples, mais il y en a plein, c'est les disques optiques dans les années 80-90. À l'époque, on imaginait que les disques optiques, donc pas seulement les CD et les DVD, les disques optiques réinscriptibles, c'est-à-dire sur lesquels on pouvait stocker des informations à la volée. Les disques optiques allaient remplacer les disques durs, les disques magnétiques. Parce qu'ils avaient plein d'avantages, moins de pièces en mouvement, plus de fiabilité, plus de sécurité, etc., etc. Mais le problème, c'est que ces dispositifs étaient relativement lents en lecture et surtout en écriture. Et il y avait relativement peu de fabricants qui proposaient des disques optiques réinscriptibles, alors qu'il y avait déjà beaucoup de fabricants qui proposaient des disques durs, qui eux les ont améliorés tout le temps. C'est pour ça, par exemple, que dans l'automobile, on a encore aujourd'hui des moteurs thermiques, alors qu'on aurait pu remplacer ça depuis longtemps par d'autres types de moteurs. Et c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, parce que la technique existante bénéficie d'une force inertie, parce qu'elle bénéficie d'un parc installé très important et de beaucoup de gens qui travaillent dessus à l'améliorer tous les jours. Et ça, c'est très dur à surmonter. Donc, il vaut mieux s'attaquer à des terres vierges où tout est à faire et où chaque avantage a un effet de levier considérable, plutôt que de s'attaquer frontalement à quelque chose de déjà très largement en place. D'où l'intérêt des innovations qui débouchent sur des nouveaux usages. Donc là, on reprend l'exemple du SGBDR, parce que le SGBDR, lui, il a su respecter tous les principes. Et c'est pour ça que le SGBDR est devenu le système de gestion de données dominant dans l'informatique d'aujourd'hui. Et le plus utilisé, alors que ce n'était pas du tout le cas il y a encore 30 ans. Maturation, donc pendant une assez longue période, cette technique s'est améliorée progressivement, en à chaque fois occupant des créneaux d'usage qui étaient libres et dans lesquels elle pouvait se développer, s'épanouir et progresser. Transformation, chacun de ces créneaux a transformé un peu la technique et ce qu'on pouvait en faire, et à chaque fois, en passant d'un usage à un autre, elle a étendu un peu sa surface. Résilience, par exemple, le couplage de stations Unix avec des GBDR était finalement bien plus efficace que d'utiliser des machines bases de données, c'est ce qu'on a fait dans les années 80, qui étaient conçues spécialement pour cet usage. C'est-à-dire un couplage très fort entre le logiciel et le matériel. Mais en utilisant des stations de travail qui n'avaient pas été conçues pour ça, le système Unix qui était en quelque sorte universel, et enfin des GBDR en logiciel au-dessus, on arrive à une combinaison plus souple et qui, au final, était plus adaptée au monde réel qu'un système dédié, performant mais rigide. Et enfin, un principe de compétitivité, c'est-à-dire que les SGBDR n'ont pas essayé de remplacer tout de suite les SGBD traditionnels qui étaient dans le domaine transactionnel. Elles ont d'abord occupé une niche nouvelle avant de se généraliser à tous les champs d'usage. Alors, on va balayer rapidement les grands changements qui ont eu lieu ces 30 dernières années pour montrer que quand même, quand on laisse passer un peu de temps, il y a des nouveautés importantes qui arrivent, telles que le PC généralisé et Windows, qui s'est aussi généralisé. C'est tellement généralisé que même à l'école 42, où il y a des Mac partout, dans l'amphi, c'est encore un PC sous Windows. Donc on n'arrive vraiment pas à s'en débarrasser. Le réseau généralisé s'est également finalement développé, rendu disponible partout, et en s'appuyant sur TCP/IP,
qui au départ était considéré comme un bricolage grossier et qui allait forcément être remplacé par ce qu'on appelait le système OSI, qui était le système parfait en matière de réseau, mais qui, comme tous les systèmes parfaits, n'a finalement jamais vu le jour. Le mode graphique s'est généralisé, mais alors, grande surprise, le mode graphique et la présentation via HTML. Quand on s'intéresse au mode graphique, HTML peut être considéré comme une technique grossière, mais finalement, elle est utilisée de plus en plus largement, et du coup, elle progresse, et c'est beaucoup étendu depuis ses premières itérations en 1994, et couvre des champs de plus en plus importants. Internet et le web, ça, évidemment, dans ces 30 dernières années, c'est l'élément marquant. Mais aussi Unix, qui a fini par se généraliser en devenant Linux. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais on peut dire qu'il y a un certain nombre de racines communes. Et la généralisation d'un Unix standardisé, qui n'a jamais eu lieu avec la forme initiale, a finalement eu lieu avec Linux. Et pareil, la notion de système ouvert qu'on a attendu pendant longtemps, elle s'est finalement concrétisée grâce à l'open source et ces nombreux projets qui ont prouvé leur utilité, leur audience et leur résilience. Alors maintenant, les changements qui n'ont pas eu lieu, c'est-à-dire qui ont été annoncés souvent, pour lesquels il y a éventuellement eu des débuts sur des niches et qui se sont transformés en échecs. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que chacun de ces exemples, on peut dire oui, effectivement, c'est peut-être un échec dans le passé, mais ce n'est pas fini parce que dans l'avenir, et peut-être même dans un proche avenir, ça va finir par venir. Et d'ailleurs, le tout premier exemple, l'interface vocale, qu'on a attendu longtemps, que Star Trek nous promettait avec à chaque fois le héros qui disait « computer » et puis l'autre qui répondait « toujours ». Et puis il suffisait de dicter ce qu'on voulait. Ben, c'est ce qu'on a avec Siri, finalement, aujourd'hui. Bon, c'est encore relativement limité, mais ça commence à venir. Mais en tout cas, dans un premier temps, à chaque fois que ça a été essayé, c'était un échec. L'intelligence artificielle, il y a eu un grand boom de l'intelligence artificielle dans les années 80, avec les systèmes experts et les cogniticiens. Bon, bien sûr, vous étiez trop jeune, mais à l'époque, on s'imaginait que, ben voilà, on n'allait plus du tout programmer, qu'on aurait des systèmes experts pour ça et que les informaticiens devaient abandonner l'idée d'apprendre des langages et devenir des cogniticiens, c'est-à-dire avoir la capacité à traduire l'expertise et la connaissance en règles. Ça n'a pas donné grand-chose. Aujourd'hui, l'IA, on la retrouve surtout dans les jeux, mais un retour prochain n'est pas impossible. Ce qu'on a appelé les network computers, ainsi que le langage Java. Bon, certains diront que Java, ce n'est pas un échec, que c'est très utilisé. D'ailleurs, sans doute l'apprenez-vous. Mais en tout cas, Java a été confiné au serveur et n'a jamais percé sur les machines utilisateurs, alors que c'est ce qu'on avait promis. Quant aux network computers, la première forme a été un échec, mais dans une certaine mesure, ce qu'on a aujourd'hui avec les Chromebooks, est-ce que ce n'est pas une autre forme de network computers? Donc là encore, on aurait un cycle, une occurrence et une transformation du concept. Le réseau façon ISO, bon ça ne vous parle pas tellement. Dans le plan business, les opérateurs de télécom qui deviennent des acteurs de l'informatique ou le contraire, et toutes les stratégies des constructeurs. Pendant des années, on a rabâché avec ça. Résultat, zéro. Là, par contre, je peux prévoir qu'il n'y aura pas de retour triomphal. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça donnera la même chose. La monnaie électronique, avec des exemples comme Monero et autres, qui n'ont jamais donné grand-chose, mais là encore, avec des itérations comme Bitcoins ou autres, peut-être qu'on le verra quand même finalement. C'est une des grandes leçons justement et une des difficultés à prédire l'avenir, c'est ce qu'on va aborder maintenant,
c'est que les échecs d'aujourd'hui peuvent être les succès de demain. Donc on va voir pourquoi il est difficile de prédire l'avenir. Et là, j'ai donné 2 exemples. Un personnage célèbre, vous reconnaissez tous Albert, qui en 1932 a dit « Bon, centrale nucléaire, on n'a aucune preuve, pas sûr que ça marche. » Mais c'était en 1932. Et à l'époque, éventuellement, on pouvait se dire qu'il y avait encore pas mal de difficultés. Malgré tout, ça aboutit. Ken Olsen, celui-là, vous ne le connaissez sans doute pas, c'est le fondateur de DEC. DEC, c'était un très grand constructeur, c'était le numéro 2 de l'informatique mondiale, le seul véritable adversaire d'IBM dans les années 70, qui a fini assez lamentablement, racheté par Compaq, lui-même racheté par HP, enfin bref, ça a disparu, terrible. Ken Olsen n'était pas un imbécile, mais il a dit, en 84, le PC est un jouet. Et à cette époque-là, selon son point de vue, il avait raison. Il avait raison, le PC de 1984 ne permettait pas de faire grand-chose, surtout par rapport à ce qu'il vendait lui, c'est-à-dire les mini-ordinateurs DEC. Mais ce qu'il ne voyait pas ou ce qu'il ne voulait pas voir, c'est que l'évolution de cet élément qui pour le moment était un jouet allait changer complètement la donne dans son milieu et son marché. Bref, c'est surtout sur le timing qu'on n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il est très difficile d'estimer l'impact du temps qui passe. Par exemple, on surestime toujours, à courte échéance, l'impact que peut avoir une nouvelle technologie. Et qu'on s'imagine toujours que les choses peuvent changer en 2 ans dès qu'on vous annonce que ça y est, on sait faire ceci ou on sait faire cela. Donc on est toujours trop optimiste à court terme. Et à l'inverse, on est toujours trop pessimiste à long terme. On sous-estime l'impact des changements à long terme, surtout des changements silencieux. Or, c'est les changements silencieux qui débouchent à un moment sur des grands bouleversements. J'aime beaucoup cette photo de Bill, où justement il essaye d'expliquer pourquoi c'est difficile de comprendre ça. Alors là, j'ai mis la preuve par Bob Taylor. Bob Taylor, c'est un type qui a travaillé qui a trempé dans toutes les premiers mouvements de l'informatique moderne. Il a travaillé au parc, donc il a vu la naissance des stations de travail, il a vu la naissance de l'interface graphique, il a travaillé à ARPANET, donc il a vu la naissance du réseau global, etc. Et il a fait des prévisions sur justement ce qu'allait apporter Internet. Et lui, il prévoyait que l'email allait se généraliser dès 1980. Or, il a fallu beaucoup plus que ça. Et il n'a pas vu du tout un truc comme le web. Mais personne ne l'a vu. Donc Bob Taylor, aujourd'hui, enfin il est bien vieux maintenant, mais il dit, bah voilà, à court terme, je voyais beaucoup de choses, et à long terme, rien du tout. C'est pour ça que c'est difficile. Et pourtant, lui, il a trempé continuellement dans les nouvelles technologies et l'innovation. Alors là, c'est ce que j'appelle le syndrome du nénuphar. C'est pour ça que c'est difficile. C'est qu'en gros, les changements, pendant très longtemps, se déroulent silencieusement, sans qu'on s'en rende compte. Et la dernière phase, la phase la plus spectaculaire, la plus rapide, elle est imprévisible. Et vous savez pourquoi? Vous connaissez le mécanisme du nénuphar? Bon, imaginez, alors, ils vont dire, mais il est obsédé avec les étendues d'eau, lui, il a un problème avec les mares. Bon, une mare avec des nénuphars, à peu près, quand la mare est remplie à 50%, combien faut de temps pour passer à 100%? Lui, il savait. Là, il y en a un qui suit. Il faut 24 heures. C'est-à-dire qu'un nénuphar se remplit une mare se remplit de nénuphars pendant des semaines, très progressivement. Il faut seulement 24 heures pour qu'on passe de 50% de remplissage à quasiment 100%, la saturation. Donc la dernière phase, qui est la plus importante, la plus spectaculaire, elle est très rapide. Donc on a un effet dit de crosse de hockey. C'est-à-dire tout d'un coup, bang, ça part au ciel. Et c'est très difficile à prévoir parce que quand on regarde la mare au nénuphar, bah, c'est très lent et les progrès sont presque imperceptibles.
Donc un projet rassemble du sens pendant très longtemps avant de vraiment faire bouger les lignes. Le meilleur exemple, c'est Linux. Linux, pendant des années, c'était un tout petit projet dont il était difficile de dire, finalement, l'Unix généralisé, ce sera ça. Quand finalement ça s'est répandu en traînée de poudre, mais derrière, il y a eu des années et des années de travail de Linus Torvald qui a permis finalement d'aboutir à ça. Donc quand le signal d'alarme se déclenche, il est trop tard, c'est-à-dire que la masse critique est rassemblée, donc vous n'avez pas pu prévoir ce phénomène, puisque le moment où vous le voyez, c'est le moment où il s'achève. C'est le principe d'incertitude qui fait aussi qu'il est difficile de prévoir l'avenir. Plus une précision est précise, plus elle est fausse. Alors l'exemple de la bourse est assez parlant, c'est-à-dire qu'il est plus facile de dire que la bourse va monter que de dire sur quel titre. Vous connaissez bien sûr le principe d'incertitude en physique, théorisé par Werner Heisenberg en 1927. Non? Bon, mon rôle un peu, c'est aussi de faire valoir combien la culture générale, c'est intéressant et utile. Bon, ok, c'est un objectif difficile. Bon, Werner Heisenberg, c'est celui qui a théorisé qu'en physique, il était impossible, d'après lui, d'avoir des mesures précises du mouvement d'une particule subatomique, hein, et que plus on essayait de mesurer précisément, et plus on n'y arrivait pas, parce que le mouvement d'une particule, c'est 3 données. Origine, direction, vitesse. D'accord ? Et quand vous essayez de mesurer ça, vous pouvez avoir de la précision sur l'origine, mais pas sur la vitesse. Et puis, bon, éventuellement un peu de précision sur la direction, mais vous ne savez pas à quelle vitesse la particule évolue. Et ainsi de suite. À chaque fois que vous essayez d'avoir de la précision sur une des données, il y en a une qui devient floue. Pour vous donner un exemple, c'est comme une photographie d'un objet qui bouge. Si vous voulez photographier un objet qui bouge, vous êtes obligé de déplacer l'appareil pour suivre l'objet. D'accord ? Mais en déplaçant l'appareil, l'arrière-plan de la photo va être flou. Si vous voulez que l'arrière-plan soit fixe, vous ne bougez plus l'appareil. Mais dans ce cas-là, c'est l'objet qui bouge qui va être flou. Vous n'arrivez pas à avoir les deux. C'est ça le principe d'incertitude. Je vous aurais au moins appris ça. Et en matière de prévision, on sait dire quoi, mais on ne sait pas dire quand. On sait dire, par exemple, que les capacités informatiques vont augmenter, mais on ne sait pas dire à partir de quand on aura tel ou tel effet de seuil en matière de fonctionnalité. Donc c'est le timing en matière de prévision qui est toujours la donnée la plus difficile à discerner. Et les experts ne sont pas d'une grande aide parce que les experts ont toujours tort. Ils ont toujours tort parce que les analystes, par exemple, mènent des études basées sur les souhaits de leurs clients. Il y a plein d'exemples historiques. Là, vous avez un graphique, par exemple, sur la télé interactive à Hong Kong. Quelle allait être la progression d'inscription des gens à la télé interactive dans les années 2000, 2001, 2002, etc. Prévision complètement fantaisiste parce que la télé interactive, on l'attend toujours. Mais en fait, c'est exactement ce qui se passe tout le temps. Dans les années 90, fin des années 80-90, IBM, par exemple, a payé des analystes comme IDC pour avoir des prévisions sur la vitesse à laquelle OS2, le système qui mettait en avant, concurrent de Windows, allait permettre de remplacer MS-DOS. Mais la question était formulée comme ça. D'après vous, quand est-ce que OS2 va remplacer MS-DOS? Donc la question sous-entendait déjà que ça allait arriver. Ce n'est pas arrivé parce que OS2 a fini par disparaître. Mais si c'était Microsoft qui avait financé l'étude, la question aurait été formulée différemment et les réponses auraient été différentes. Donc les analystes proposent des analyses qui sont biaisées parce qu'ils le font en fonction de ce que les clients payent. Donc ça vaut rien.
L'autre problème, c'est qu'on a trop tendance à tout voir comme un remplacement. Donc par exemple, si on propose Google Docs, les Google Docs, on voit ça forcément comme à la place de Microsoft Office. Or, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les vraies percées se font par des technologies qui sont disruptives, c'est-à-dire qui offrent des nouveaux usages, qui s'adressent à des nouvelles populations. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à imaginer. Et en plus, dans un premier temps, ça n'a pas d'influence sur l'existant. C'est-à-dire que l'existant reste pareil. Quand Google Docs a été rendu disponible, ça n'a pas eu beaucoup d'influence sur les ventes de Microsoft Office. Ça commence à se sentir, mais ça a mis du temps. Donc ça, c'est une règle, c'est un principe, c'est qu'à chaque fois, ce qui réussit, ce qui perce, c'est des nouvelles techniques pour des nouveaux usages. Et les nouveaux usages entraînent des nouvelles populations. Depuis 50 ans, l'informatique concerne de plus en plus de monde. Au début, c'était des populations très spécialisées et très peu nombreuses. Là, on a les gens qui travaillaient sur le système de réservation Sabre, le premier système de réservation aérienne. Donc c'était des petites mains qui prenaient les réservations au téléphone. Ça, c'est les militaires qui travaillaient sur le système SAGE, qui a été installé au NORAD. Mais bon, c'était très spécialisé. Aujourd'hui, on constate que ça concerne absolument tout le monde et c'est une constante qui ne va pas changer. Nouveaux usages égale, enfin, nouvelle technologie égale nouveaux usages, nouvelle population. On va finir par un peu de prospective. Et là, l'image, c'est un signe noir. Le signe noir, c'est le symbole de l'imprévu. Et on a eu un signe noir tout à l'heure. Vous vous rappelez, avec l'alarme? Je ne l'avais pas imaginé, ça, je ne l'avais pas prévu. Et voilà, ça arrive. Comme quoi, une surprise est toujours possible. Donc, qu'est-ce qui peut nous arriver? Le futur n'est écrit nulle part et ce n'est pas moi qui vais prétendre, je me suis suffisamment planté dans le domaine, qui vais prétendre vous dire ce qui va arriver à terme. Mais on a quand même deux règles. D'abord, c'est que la qualité technique ne détermine pas le succès ou l'échec. Ou alors, il y a des environnements qui n'auraient jamais dû voir le jour. Comme par exemple MS-DOS, Windows. Enfin, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Hein? Ça a beau être mauvais, c'est mauvais selon notre point de vue, mais en fait, c'était bien adapté à une certaine situation, une certaine époque, un certain marché. Donc, ce n'est pas déterminant. La qualité technique n'est pas déterminante. L'autre élément, c'est le volume. Volume is everything, disait Scott McNealy, fondateur de Sun. Alors, lui, il savait bien de quoi il parlait parce que finalement, ces stations de travail ont été balayées, recouvertes par la vague PC, qui avait comme seul avantage d'être des plus grands volumes que les stations de travail, parce que les stations de travail étaient très supérieures techniquement. Mais les PC étaient plus nombreux, moins chers, moins sophistiqués, mais il y en avait plus. Donc évidemment, au bout d'un moment, c'est perdu. Donc les vraies tendances lourdes, il n'y en a que trois. La loi de Moore, que vous connaissez tous. Alors on dit tout le temps, bon, peut-être qu'on va tomber sur un mur, peut-être que finalement, là, maintenant, on ne peut pas descendre plus bas, que la loi de Moore, ça va s'arrêter parce qu'on est déjà au niveau nanométrique. Et donc, on ne va pas pouvoir graver des circuits plus précis, on ne va pas pouvoir... et puis maintenant, ça chauffe trop, nanana. Moi, ça fait 20 ans que j'entends ça. Et à chaque fois, on arrive à surmonter. Ça chauffe trop, mais on fait des multicœurs, etc., etc. En plus, quand on connaît un petit peu l'architecture interne des machines, il faut savoir qu'un gain de facteur 100 sur la vitesse des mémoires, ce qui n'est pas impossible à obtenir, hein, ce sera un gain de facteur 1000 de la performance globale du système. Parce qu'actuellement, ce qui limite la capacité des processeurs, c'est qu'ils attendent la mémoire. Le processeur, il attend tout le temps, en fait. Il attend beaucoup plus que ce qu'il fait. Il fait peu, il attend beaucoup. Comme un moteur qui serait continuellement au ralenti, hein, 1 minute au ralenti, puis 10 secondes seulement en train d'entraîner la voiture. Vous allez me dire, bah oui, c'est les embouteillages à Paris, ça.
Ben, le processeur, c'est ça. Donc si vous améliorez la mémoire, eh bien, vous allez augmenter beaucoup la performance du processeur sans même le changer. Donc ça, c'est la loi d'augmentation de la puissance de calcul. Les deux autres lois sont moins connues. La loi de Gilder dit que la bande passante triple chaque année. On ne le voit pas beaucoup, mais c'est un fait. La bande passante triple. Vous réjouissez pas trop vite, parce qu'en fait, il faut beaucoup de bandes passantes, beaucoup de progrès de bande passante avant de le sentir. Il faut savoir que 100% de gains en bande passante vous donne une amélioration des temps d'accès de 30%. Donc il y a beaucoup de pertes en ligne. D'accord ? 100% de gains, 30% d'amélioration seulement. Imaginez, vous augmentez la puissance d'un moteur de 100%, vous doublez la puissance, vous augmentez les performances que de 30%. C'est un peu décevant. Mais enfin bon, là encore, on a une constante qui se vérifie depuis pas mal de temps, qui fait que la bande passante globale n'arrête pas d'augmenter. Enfin, la loi de Metcalfe. Bob Metcalfe, c'est pareil, c'est un type pas connu, mais qui a eu énormément d'influence. C'est l'inventeur d'Ethernet, des cartes Ethernet, et de 3Com. C'est le fondateur de 3Com. Et il a théorisé cette loi, qu'on maintenant on connaît bien à cause des réseaux sociaux, mais qui était valable à l'époque des fax, et qui est toujours valable, qui va rester valable par exemple pour les objets connectés et ainsi de suite. La vraie valeur d'un réseau, quel qu'il soit, c'est son nombre d'utilisateurs au carré. Donc tant que vous n'atteignez pas une certaine masse critique de rassemblement d'utilisateurs, utilisateurs au sens large, hein, ça peut être des robots, eh bien ça ne décolle pas. Par contre, une fois que ça décolle, là, bang, ça part. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, je vous propose deux choses. Par exemple, la globalisation par le RFID. Vous savez ce que c'est le RFID? Bon, certains savent. C'est bien. C'est bien. Parce que bon, c'est de l'électronique. Enfin, de l'électronique. Non, c'est pas très compliqué. Le RFID, c'est les étiquettes actives. Donc des étiquettes qui utilisent des radiofréquences pour envoyer des éléments d'identification de ce qu'ils sont. Donc vous mettez une étiquette RFID sur n'importe quel objet et l'objet va dire je suis telle chose et je suis dans tel état à tel moment. Vous multipliez ça par n, donc augmentation des puissances de calcul, augmentation de la bande passante, augmentation de la valeur d'un réseau dès qu'il y a des étiquettes partout. Vous imaginez ce que ça peut donner. Vous augmentez de beaucoup les capacités. Si vous savez faire les applications qui exploitent ça, bang. La seule vraie question, c'est quand. Quand on va généraliser ça, quand est-ce qu'on va vous implanter des étiquettes RFID sous la peau? Rigolez pas, c'est déjà disponible. À l'échelle nanométrique, dans une seringue, vous ne le voyez même pas passer. Pensez-y quand on vous fait vos rappels de vaccination. Non, je ne l'ai pas dit. Il y a toujours une surprise. Donc ça fait longtemps qu'on l'annonce, mais il pourrait bien... The next big thing pourrait être la robotique. Et on en a vu plein d'exemples récemment. Ça ne prendra pas forcément la forme humanoïde spectaculaire qu'on voit. Là, par exemple, ça, c'est les modèles Asimo faits par Honda. La robotique, ça peut être plein de choses. Là, on voit par exemple Watson qui a triomphé de ses adversaires humains dans le jeu Jeopardy récemment aux États-Unis. C'était un gros choc. Et en fait, Watson, c'est juste un cruncher de big data, hein, exactement comme le fait Google Translate. Mais la future forme des robots, ça peut être ça. Ils ont une intelligence finalement relativement rudimentaire, mais basée sur une très grande capacité de calcul, un accès au réseau et beaucoup de données. Le cycle de vie de n'importe quelle technologie, c'est toujours ça. Et ça représente le schéma du Gartner Group qui porte des noms assez poétiques. Là, on a le pic des attentes exagérées, le puits de la déception. C'est toujours le même cycle, en fait. Au début, avec des projets innovants, on a beaucoup d'attentes,
mais l'offre tierce est très faible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore beaucoup de... Il n'y a pas encore beaucoup de logiciels qui sont disponibles pour l'exploiter, etc., etc. Enfin bref, c'est vraiment très à la pointe. Et on a une attente complètement disproportionnée qui se traduit évidemment par après une chute dans l'intérêt parce qu'on se dit « Ah bah finalement, c'était qu'une mode, ça ne marche pas ». Et puis après, on arrive, après le plateau de productivité, hop, on va tout doucement vers quelque chose de plus intéressant. Et là, dans des domaines plus stabilisés, on a une offre tierce qui est plus abondante et la mutualisation qui devient intéressante. Ça, c'est l'échelle du temps. Hein, le cloud computing, c'est ça aussi, par exemple. C'est comme ça. Et toutes les grandes évolutions de ces 40 dernières années, vous pouvez les retracer avec ce schéma-là. Donc, c'est une grille d'analyse assez bonne pour savoir où vous en êtes, où en est telle ou telle technologie. Quand elle est là, ça fait beaucoup de buzz, mais ce n'est pas très utilisable. Le sweet spot, c'est ici. Donc il ne faut pas être trop pressé non plus. On a fini. Je vous laisse méditer les quelques proverbes. En fait, le futur est en construction sous nos yeux, mais on y croit rarement. Le gros problème de l'être humain, d'une façon générale, c'est qu'il refuse de croire ce qu'il sait. Si on arrivait à croire réellement tout ce qu'on sait, on ferait des choix rationnels et raisonnables. Et l'expérience prouve qu'on est rarement rationnel et raisonnable. Parce qu'on ne croit pas ce qu'on sait au fond de soi. J'ai fini et j'attends, j'espère, vos nombreuses questions. Merci de votre attention. Oui. Vous avez parlé de questions via Internet. Je vais me permettre de reformuler votre question pour les gens qui sont en ligne, qui n'ont pas forcément entendu votre exposé, très intéressant d'ailleurs, et qui finit par une question, c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'on est à l'orée d'une percée formidable parce que les savoirs se diffusent maintenant largement. Alors, la réponse simple, c'est non. La réponse plus compliquée, c'est peut-être, mais pas forcément à travers l'explosion des ressources humaines qui, tout d'un coup, deviendraient plus intelligentes et plus capables grâce à la formidable disponibilité des connaissances, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce que on constate plutôt, là, ces dernières années, un peu une déception, une inversion. C'est-à-dire que plus les technologies deviennent intelligentes, et plus les utilisateurs deviennent stupides. C'est-à-dire que c'est des Américains qui disent ça, on dit on est à l'époque où les téléphones sont smart et où les utilisateurs sont stupides. Les gens qui font du messaging au volant, ils le font avec un smartphone, mais c'est typiquement une utilisation stupide. Et on constate, on est un peu hors sujet là, mais je vais revenir au sujet, on constate aussi que d'une façon générale, le niveau intellectuel et le niveau culturel est en forte baisse depuis 20-30 ans. Donc il est difficile d'être formidablement optimiste, comme vous l'avez dit, qu'enfin on va avoir, etc. Mais par contre, il est possible que nous soyons à l'aube d'un point de bascule, d'une percée, même si j'aime pas trop ce mot-là, pas d'une révolution, mais d'une percée, où en quelque sorte on aurait l'expression des effets cumulatifs des éléments qui se sont amassés dernièrement. C'est-à-dire que d'une part, on a toujours une grande augmentation des capacités matérielles, hein, mais également on commence à arriver au seuil où l'exploitation de ces capacités par le logiciel commence à devenir effectivement intéressante. À travers des logiciels comme les data crunchers, genre Google Traduction, là, on a des mises en œuvre qui sont particulièrement intéressantes. Et si on multipliait ce genre de mise en œuvre,
on arriverait à une phase d'accélération de la mise à disposition, non plus des capacités, mais des fonctionnalités effectives. Et là, on aurait une percée dans l'utilité effective que nous apporte l'informatique. Je ne sais pas si je suis très clair, mais ce que je veux dire par là, c'est que le schéma que je vous ai mis en avant en début d'exposé, à savoir que la vérité sur la technique informatique, c'est que c'est un grand plan d'eau très étendu, mais pas très profond. Là, tout d'un coup, on pourrait gagner beaucoup en profondeur. Parce que si on avait une accumulation suffisante de logiciels intelligents capables d'exploiter à la fois de la capacité de calcul, de la capacité réseau et de beaucoup de données, là, ça change la donne. Et on en a eu un exemple avec Watson, avec Google Traduction. Donc peut-être qu'on est à l'orée de quelque chose. Par contre, j'ai du mal à penser que c'est parce que tout d'un coup, les gens vont bénéficier de la connaissance qui est largement disponible. Parce que ça, c'est ce qu'on espérait en 96 avec l'avènement de l'Internet. Et soyons clairs, on a été cruellement déçus. On a eu le village global, mais on a surtout eu l'idiot du village global. Dans ce qu'on voit aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, c'est surtout la stupidité humaine qui s'exprime. Ce n'est pas tellement la renaissance de la connaissance, le Gutenberg 2.0. Désolé. À ce niveau-là, réjouissez-vous, vous êtes du bon côté, vous êtes la crème de la crème. Vous êtes l'espoir de l'humanité. Mais vous n'êtes pas très nombreux. Donc bougez-vous. Nos espoirs reposent sur vous. Une autre question. J'essaierai d'être plus optimiste. Non, je vous ai glacé. Ça y est? Je voulais pas. Hein. Allez. D'accord, je vais essayer de reformuler rapidement. Donc la version optimiste, c'est de dire, bon, d'accord, ok, il y a l'idiot du village, mais les populations qui jusqu'à présent n'avaient pas accès aux moyens techniques, aux données, à la connaissance, etc., quand on leur met à disposition, des miracles apparaissent, et peut-être que ça, c'est de nature à être optimiste. Alors oui, absolument, sans doute. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore beaucoup de recul. Donc il est difficile d'en faire une règle, il est difficile d'en faire une tendance. Et là où on a du recul, c'est dans les pays riches, où l'utilisation de la technologie est déjà beaucoup plus, où on a déjà beaucoup plus de recul, et où on a vu la tendance récente que j'ai résumée par l'idiot du village global. Bon, je ne voulais pas non plus résumer simplement ma pensée comme ça. C'est sûr qu'une surprise et une bonne surprise est toujours possible. Ceci dit, dans le domaine des réseaux sociaux que je connais bien, puisque j'y ai officié, et puis j'avais publié un premier livre en 2005 sur le sujet, et puis un second livre en 2013, l'année dernière, qui s'appelle « Le miroir brisé des réseaux sociaux », où on revenait sur le bilan des réseaux sociaux et où on mettait en avant justement le fait que bon, bah maintenant les gens peuvent s'exprimer, et donc c'était forcément un progrès. Mais on constatait aussi que dans ce domaine-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'expriment, et que la loi de Pareto classique, la loi des 80-20, vous connaissez tous la loi des 80-20, c'est-à-dire qu'il y en a 20% qui produisent du contenu et 80% qui le consultent. En fait, on se rendait compte que c'était plutôt la loi des 1-9-90. C'est-à-dire 1 qui produit du contenu, 9 qui le reproduisent, qui le postent par exemple, et puis 90 autres qui le regardent. Donc le fait, tout le monde peut devenir producteur de contenu, etc., ça a des limites. Ceci dit, on peut aussi le voir comme un progrès, parce que même si c'est un seul parmi 100, c'est beaucoup plus de 1 qu'auparavant. Donc il y a toujours une lecture optimiste ou une lecture pessimiste selon
selon votre parcours. Ceci dit, c'est vrai, dans les populations qui ont été encore peu en contact avec la technologie, on constate des explosions de créativité et des résultats très positifs très rapidement qu'on n'avait pas envisagé précédemment. Là aussi, peut-être il y a un optimisme, mais ça ne concerne pas nos contrées. Bon, il me reste à vous remercier pour votre accueil et votre attention. Sur les slides qui sont encore disponibles, ceux qui sont en ligne sont un petit peu différents parce que je les ai modifiés jusqu'à la dernière minute. Mais vous avez les liens Wikipédia des différentes personnalités qui ont été nommées. Ça vous permet de creuser un peu, d'en savoir un peu plus. Et après tout, si j'ai réussi à éveiller votre curiosité, dans ce cas-là, ça n'a pas été perdu. Merci et bonne continuation. Effectivement, c'est vous, désormais, qui créez l'avenir, qui créez les applications. Ah, là, on me signale qu'il faut arrêter. Bon courage, bonne réussite. Merci.